Un ancien membre de l'équipe vient de révéler ce que personne ne savait de Romper Room. L'émission ne portait pas vraiment sur l'éducation. Il s'agissait de vendre des jouets. Les enfants étaient en fait des publicitaires non rémunérés à la télévision en direct. Les animateurs avaient des signaux secrets pour gérer les enfants qui craquaient devant la caméra. Certaines villes diffusaient des versions complètement différentes sans règles de sécurité. Et le célèbre miroir magique était complètement faux à la fin. La femme qui formait chaque animateur exerçait un contrôle strict sur un empire commercial valant des millions. Mais lorsque la vérité a commencé à éclater, tout s'est effondré. Ce qu'elle a construit n'était pas une salle de classe, c'était quelque chose de bien plus troublant. En 1953, une femme nommée Nancy Cluster regardait un groupe d'enfants de maternelle à Baltimore lutter avec l'apprentissage traditionnel en classe. Cela ne lui semblait pas juste. Quelque chose n'allait pas. Nancy n'était ni psychologue ni grande dirigeante de télévision. Elle était juste quelqu'un qui comprenait profondément la façon dont les enfants pensent à Prudence. Née Nancy Goldman en 1915, elle a épousé Bert Cluster en 1938 et, ensemble, ils allaient changer la télévision pour enfants à jamais. Ils n'ont pas inventé un dessin animé ou un spectacle de marionnettes idiots. Ce qu'ils ont créé était bien plus audacieux. Nancy a eu une idée que personne n'a prise au sérieux au début. Elle voulait mettre de vrais enfants de 4 et 5 ans à la télévision en direct. Pas des acteurs entraînés, de vrais enfants. Et elle voulait leur enseigner juste là, devant la caméra. Son idée est devenue Romper Room, la première émission préscolaire où les enfants ne faisaient pas que regarder, ils en faisaient une partie. Nancy croyait quelque chose de très simple mais puissant. Elle disait que les enfants aiment regarder les enfants et elle avait raison. D'autres chaînes pensaient que cela échouerait. Ils ne croyaient pas que les enfants pouvaient se concentrer sur une émission pendant 30 à 60 minutes. Mais Nancy leur a prouvé qu'ils avaient complètement tort. Son idée n'a pas seulement pris, elle a explosé. Romper Room était diffusé dans 25 pays. Des familles au Royaume-Uni, au Japon, au Brésil et en Australie regardaient toutes des enfants comme les leurs. Mais ils ne savaient pas ce qui se passait réellement dans les coulisses. Ce qui ressemblait à une douce salle de classe à la télévision était en fait un empire commercial soigneusement construit. Chaque station locale qui diffusait Romper Room devait respecter des règles strictes. Nancy elle-même formait chaque animateur. Elles étaient toutes appelées Miss quelque chose, comme Miss Nancy, Miss Sally, Miss Fran, et chacune d'elles devait être une enseignante certifiée, sans exception. De 1953 à 1983, Nancy a personnellement façonné des centaines de ces femmes pour en faire les parfaites animatrices d'émissions pour enfants. Elle leur a donné des scripts exacts, des règles de comportement exactes et même des façons exactes de parler. Si une station voulait les droits de diffusion de Romper Room, elle devait acheter l'ensemble complet. Cela signifiait des produits dérivés, des publicités et ce logo souriant de Jack in the Box. À son apogée, la franchise Romper Room était présente dans 150 villes. Nancy et Bert Cluster ont pris leur retraite en 1975 en tant que millionnaires. Ils avaient compris quelque chose que personne d'autre n'avait compris. Les entreprises étaient prêtes à payer des sommes énormes juste pour atteindre les enfants d'âge préscolaire. Aucune autre chaîne n'avait même essayé. L'émission originale était diffusée depuis WBTV à Baltimore. Mais ce n'était pas qu'un studio. C'est devenu une sorte de laboratoire en direct pour le comportement des enfants. Nancy a mis au point un système appelé Doob and Don't Be. Mr. Doobie était un gros bourdon qui montrait aux enfants comment bien se comporter. Mr. Dombey montrait ce qu'il ne fallait pas faire. Cela semble simple maintenant, mais dans les années 1950, c'était énorme. À l'époque, la plupart des disciplines pour les enfants étaient assez basées sur la punition. Le système de NY portait sur le renforcement positif. Et le plus surprenant, c'est qu'elle n'avait aucune formation formelle en psychologie. Elle se contentait d'observer les enfants et de remarquer ce qui fonctionnait.
Le système Dooby est devenu si populaire que des experts en enfants ont commencé à l'étudier. Le studio s'est transformé en une sorte de centre de recherche improvisé. Les enfants recevaient même des ballons Dooby qui bourdonnaient quand on les laissait partir. Cela rendait les leçons amusantes et inoubliables, mais la télévision en direct avec de vrais enfants n'est pas comme un dessin animé. Il n'y avait pas de script pour les enfants, et c'est là que le chaos est apparu. Nancy voulait que chaque groupe d'enfants change tous les 2 mois. Ses enfants avaient 4 ou 5 ans et tout pouvait arriver pendant le tournage. Certains pleuraient, certains s'enfuyaient de la caméra, certains se contentaient de fixer les lumières. L'émission n'était pas raffinée, elle était brute et réelle, c'est ce qui la rendait spéciale. Mais cela en faisait aussi un cauchemar pour les producteurs. En 1959, la liste d'attente de Baltimore était devenue si longue que le critique de télévision John Crosby a plaisanté en disant que certains enfants ne seraient pas dans l'émission avant l'âge de 40 ans. Ce n'était pas qu'une blague, c'était en fait ce qui se passait. Les parents inscrivaient leurs enfants sur la liste d'attente avant même leur naissance. Lorsque Edna Anderson Taylor a quitté sa version locale à KSL-TV, il y avait encore plus de 3 ans de familles qui attendaient leur chance. Certains enfants pouvaient revenir s'ils se sentaient à l'aise devant la caméra, mais la plupart n'avaient qu'1 ou 2 semaines avant d'être remplacés. Chaque semaine apportait de nouveaux enfants, un nouveau chaos et de nouvelles surprises, et c'est ce qui la maintenait en vie. Ce que la plupart des gens ne savaient pas, c'est à quel point le processus de casting était strict. Tous les enfants ne pouvaient pas être dans Romper Room. Avant qu'un enfant ne soit accepté, il subissait des évaluations de santé mentale. Ces tests n'étaient pas anodins. Les producteurs devaient savoir si un enfant pouvait supporter les lumières vives du studio, la séparation des parents et le fait d'être observé par des milliers d'étrangers à travers un écran. Si un enfant était trop timide ou trop hyperactif ou ne pouvait pas suivre les instructions, il était rejeté. Beaucoup étaient refusés simplement parce qu'ils avaient trop d'énergie. L'émission voulait des enfants calmes, concentrés et à l'aise devant la caméra. Les producteurs recherchaient un type d'enfant très spécifique, même s'ils ne le disaient jamais à voix haute. Tout était basé sur les idées des années 1950 sur la discipline et le contrôle. Et ce n'était pas que les enfants. Devenir animateur de Romper Room était encore plus difficile. Chaque animateur devait être un enseignant certifié. C'était la partie facile. Il devait également réussir des tests de personnalité. Par exemple, Miss Fran de Witcha a été choisie parmi 800 personnes. Elle a dû passer 4 séries d'entretiens. L'un d'eux consistait à faire semblant d'enseigner à une classe invisible. Les producteurs recherchaient quelqu'un qui se sentait chaleureux, mais aussi en contrôle. Elle devait gérer des enfants imprévisibles, prononcer des slogans publicitaires naturellement et rendre le tout calme et heureux. Une fois quelqu'un sélectionné, il s'envolait pour Baltimore. Là, il passait 2 semaines complètes de formation directement avec Nancy Claster. Ils apprenaient la structure exacte, le libellé et le rythme de l'émission. Quiconque ne pouvait pas répondre à ses attentes élevées était renvoyé chez lui. Mais même avec tout ce contrôle, il y avait des différences énormes selon l'endroit où vous regardiez l'émission. Romper Room n'était pas qu'une seule émission, c'était plusieurs. Certaines stations, comme Los Angeles et New York, ont créé leur propre version avec leurs propres animateurs et des enfants différents. D'autres ont suivi de très près le format de NY. Une station de San Antonio a même traduit les scripts en espagnol. Pour de nombreuses familles, déménager d'une ville à l'autre signifiait regarder une version complètement différente de Romper Room. Cela a dérouté les téléspectateurs, en particulier les parents qui pensaient que tout était pareil. Même si le nom restait le même, l'expérience ne l'était pas. C'est le danger de la franchise. Elle s'étend largement, mais pas toujours de manière cohérente. L'un des éléments les plus magiques de l'émission était le miroir magique. Chaque jour, l'animateur levait un cadre de miroir et récitait la célèbre rime. Rompez, bumper, stompez, bouh. Dites-moi, 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 faites en sorte que le miroir magique me dise aujourd'hui si tous mes amis se sont amusés à jouer.
Et puis, elle nommait de vrais enfants, mais ce que les gens ne réalisaient pas, c'est la quantité de travail que cela impliquait. Avant chaque émission, l'animateur parcourait des centaines de lettres d'enfants de tout le pays. Les parents inscrivaient les noms de leurs enfants, espérant juste une mention. L'animateur devait mémoriser des dizaines de noms de mémoire et les prononcer clairement à l'antenne. Oublier un nom signifiait briser le cœur d'un enfant. Certains animateurs créaient des astuces de mémoire juste pour suivre le rythme. Ce n'était pas seulement mignon, c'était de la pression. Une pure pression émotionnelle qui semblait profondément personnelle pour des millions de jeunes téléspectateurs. En 1965, Romper Room était discrètement devenue l'émission pour enfants la plus répandue à la télévision. Mais elle ne fonctionnait pas comme la plupart des autres émissions. Au lieu d'une seule version diffusée dans tout le pays, plus de 100 stations locales ont chacune créé leur propre version avec leurs propres animateurs locaux. Ce n'étaient pas que des copies. Chaque ville avait sa propre Miss Nancy ou Miss Molly qui parlait aux enfants comme s'ils étaient juste là, dans la pièce. Dans les grandes villes comme Los Angeles et New York, ils ne se souciaient même pas du flux national. Ils ont filmé leurs propres épisodes à partir de zéro. Et ce qui était encore plus surprenant, c'est que c'est devenu international. Romper Room a rapidement été diffusé au Canada, au Royaume-Uni, au Japon, aux Philippines, en Finlande, en Nouvelle-Zélande, à Porto Rico, au Paraguay, en Australie, en Papouasie, en Nouvelle-Guinée, en Argentine et en Grèce. La demande était si forte que les parents inscrivaient leurs enfants avant même leur naissance. À Baltimore, la liste d'attente est devenue si longue que certains enfants n'étaient pas dans l'émission avant l'âge de 40 ans. C'est ce qu'indiquait un rapport de 1959 du critique John Crosby. C'était du jamais vu, mais il ne s'agissait pas seulement de s'amuser. L'émission a gagné la confiance du gouvernement. Elle a collaboré avec le Conseil présidentiel sur la condition physique et le sport. Le groupe a été créé par le président Eisenhower en 1956. Lorsque le président Kennedy l'a renommé en 1963, l'émission a commencé à inclure des jeux et des exercices officiels approuvés par le Conseil. En avril de cette année, ces exercices de condition physique ont été diffusés pour la première fois dans Romper Room. Le ministère de l'Éducation a même soutenu le programme, affirmant que ce n'était pas seulement de la télévision, mais un véritable outil éducatif. Les parents et les enseignants ont commencé à faire confiance à l'émission d'une nouvelle manière. Les gens ne la considéraient plus comme un simple divertissement. Ils la voyaient comme quelque chose de proche d'une véritable salle de classe de maternelle à la télévision. Cette confiance a aidé Romper Room à construire quelque chose d'encore plus grand, une gamme massive de produits. Les enfants ne faisaient pas que regarder l'émission. Ils vivaient dans son monde même après sa fin pour la journée. Il y avait des jouets, des jeux et des assiettes à déjeuner, tous liés aux personnages de l'émission. Le double seul est devenu un symbole que les enfants reconnaissaient partout. Il y avait des assiettes doubles, des jouets éducatifs et même ces Romper Stompers en plastique sur lesquels les enfants marchaient dans la maison. Parce que chaque station locale qui produisait sa propre émission obtenait également les droits de vendre ses articles, cela s'est transformé en une entreprise de plusieurs millions de dollars. C'est devenu l'une des premières émissions pour enfants qui ne gagnait pas seulement de l'argent grâce aux publicités. Elle vendait un style de vie, et avec l'émission qui atteignait également d'autres pays. Ces produits sont apparus dans les magasins du monde entier. Ce mélange de télévision locale, de soutien gouvernemental et de jouets mondiaux a aidé Romper Room à durer de 1953 à 1994. Ces 41 ans d'enfants qui ont grandi avec le même enseignant souriant appelant leur nom à travers l'écran de télévision. Il y avait également un soutien académique sérieux derrière l'émission. De grands noms comme Johns Hopkins Medicine et le Kennedy Krieger Institute ont soutenu les méthodes utilisées dans Romper Room. Le groupe Kennedy KGER s'est concentré sur le développement de l'enfant et a travaillé en étroite collaboration avec l'université Johns Hopkins, qui avait son propre institut pour la politique éducative. Ce n'étaient pas que des groupes médicaux.
Ils contribuaient à façonner la façon dont les enfants apprenaient. Leur soutien a donné à Romper Room une autre couche de respect. Ce n'était pas seulement une émission populaire, elle était soutenue par la science. Mais en 1962, quelque chose s'est produit qui a presque brisé toute l'image. À Phoenix, une animatrice locale nommée Cher Chesson, connue des téléspectateurs sous le nom de Miss Sherry, a pris 36 pilules contre les nausées matinales alors qu'elle était enceinte de son 5e enfant. Elle ne savait pas que ces pilules contenaient du thalidomide, un médicament qui avait causé d'horribles malformations congénitales dans toute l'Europe. Les pilules avaient été rapportées à la maison par son mari, Bob Feiningbine, un professeur de lycée qui venait de rentrer d'un long voyage de 10 semaines en Europe, avec 40 étudiants. Il les avait achetés à Londres, où le thalidomide était encore vendu en vente libre à l'époque. Pas d'avertissement, pas d'étiquette, personne pour leur dire ce qui allait se passer ensuite. En 1962, le thalidomide avait déjà été lié à des milliers de bébés nés sans bras, sans mains ni sans jambes. Certains avaient des nageoires à la place des membres. Le médicament n'avait jamais été approuvé aux États-Unis, mais l'achat innocent de Bob s'est transformé en une crise nationale. Lorsqu'un médecin a confirmé ce qu'il craignait, le couple a été confronté à une décision impossible. La loi de l'Arizona n'autorisait l'avortement que si la vie de la mère était en danger. Pour obtenir l'autorisation, ils avaient besoin de l'accord de 3 médecins. Sherry et Bob ont décidé d'avertir les autres parents. Elle a donc parlé à un journal local le 23 juillet 1962. Elle a demandé à rester anonyme. L'article a été publié sous le titre « Une pilule peut coûter son bébé à une femme ». Mais seulement 3 jours plus tard, le même journal a publié un autre titre. Dans une affaire d'avortement, la mère, star de la télévision, est ici et a donné son nom et son adresse personnelle. Sa vie a changé instantanément. Des journalistes ont envahi leur maison à Scottsdale. Des manifestants se sont présentés sur leur pelouse. Sa chaîne de télévision l'a renvoyée immédiatement, disant qu'elle n'était plus apte à être dans une émission pour enfants. Elle avait animé l'émission pendant 3 ans. Elle avait remporté des prix. Maintenant, elle était dehors. Life Magazine a immortalisé ce moment dans une photo déchirante. Sherry était assise sur le sol en train de serrer ses enfants dans ses bras pendant que le chaos se déroulait à l'extérieur. La réaction est devenue nationale. Des menaces de mort ont afflué. Le FBI a dû protéger sa famille. Une lettre disait que ses enfants méritaient aussi de mourir. Un prédicateur de Chicago l'a averti que la punition de Dieu arrivait. Des journalistes la suivaient partout. Des agents du FBI ont dû escorter ses enfants. Même le Vatican a condamné sa décision, faisant d'elle une cible mondiale. Le procureur du comté d'Arizona a souri lorsqu'on lui a demandé s'il porterait plainte. Il a dit « peut-être ». Il l'a dit avec un sourire. Sans issue légale aux États-Unis ni même au Japon, Sherry a dû se rendre en Suède. Elle s'est envolée portant une perruque blonde, des lunettes et lunettes de soleil et un faux ventre de grossesse pour se cacher des caméras. Elle a atterri à Stockholm le 5 août 1962. Une équipe de 10 médecins du Conseil médical royal suédois a mis 3 semaines pour prendre sa décision. Le 18 août 1962, l'intervention a été réalisée. Le médecin a confirmé plus tard que le bébé n'aurait pas survécu. Son corps n'était qu'un torse presque sans membres. Les médias ont suivi chaque étape de son séjour en Suède. Ce n'était pas qu'un voyage médical. C'était devenu l'histoire d'avortement la plus publique au monde. 30 ans plus tard, HBO en a fait un film. Une affaire privée mettant en vedette Spassky et Aidan Quinn. Sorti le 20 juin 1992, il a ramené l'histoire sous les projecteurs et a rappelé à l'Amérique comment le choix médical privé d'une femme est devenu un champ de bataille public. Ce qui est arrivé à Cher Chesson a changé la façon dont les gens voyaient la télévision pour enfants, les droits en matière de grossesse et la moralité publique. Romper Room ne s'est jamais complètement remise de ce choc, mais elle n'a jamais disparu non plus.
Pendant 41 ans, elle a continué à apparaître sur les écrans du monde entier, façonnant discrètement la façon dont des générations d'enfants apprennent à jouer, à écouter, à partager et à être gentils. En 1969, Leonardo DiCaprio, âgé de 5 ans, a été amené dans la version de Los Angeles de Romper Room, une émission pour enfants populaire qui était diffusée depuis plus de 25 ans. C'était son émission préférée et sa mère l'y a fait participer comme une gâterie. Mais presque immédiatement, quelque chose a mal tourné. Au lieu de participer discrètement aux segments éducatifs, Leonardo a commencé à semer le chaos complet. Il a couru vers les caméras en direct, a regardé dans l'objectif et les a giflés. Il a sauté sur la scène en faisant des sauts périlleux que personne n'avait demandé. L'émission était censée enseigner les bonnes manières et les compétences d'apprentissage de base, mais Léo l'a transformé en son terrain de jeu personnel. Selon DiCaprio, l'équipe n'arrivait pas à le contrôler. Il a dit une fois « Je me souviens avoir couru vers la caméra, l'avoir regardé et l'avoir giflé. » Dans une autre interview, il a dit « Ils ont dû me faire asseoir plusieurs fois. » Lorsque l'animateur a joyeusement annoncé « Hé les enfants, c'est l'heure de l'histoire !» Léo a crié « Ouais !» à plein poumon, la couvrant complètement. Il a même essayé d'attirer sa mère sur le plateau. À la fin de l'enregistrement, le personnel en avait assez vu. DiCaprio a toujours décrit cela comme un licenciement. Il n'avait que 5 ans et était déjà renvoyé de la télévision. Mais des années plus tard, l'animatrice de cet épisode, Socorro Serrano, a dit quelque chose de très différent. Elle a déclaré à PBS en 2013 que l'émission n'avait jamais retiré d'enfants. Si un enfant perturbait le déroulement, il le déplaçait simplement hors du champ de la caméra et continuait à filmer. Elle a spécifiquement évoqué l'histoire de Leonardo pour dire que le renvoi n'avait jamais eu lieu. Selon elle, peu importe à quel point les enfants étaient turbulents, personne n'était expulsé. Il les déplaçait simplement dans un coin plus calme et concentré. La caméra ailleurs. Cette contradiction a ouvert une nouvelle question. DiCaprio a-t-il exagéré son histoire? A-t-il transformé une simple redirection en une légende rebelle? La réponse pourrait être oui. Lorsqu'il est apparu dans The Late Show with David Letterman en 1995, il a dit qu'il avait été renvoyé, mais n'a jamais mentionné avoir été physiquement retiré. Un article du magazine People en 1998 disait qu'il avait été expulsé du plateau, mais cela semble être plus une interprétation qu'un fait. Il n'a jamais prononcé les mots « j'ai été expulsé ». Il est possible que la véritable histoire soit celle d'un petit garçon chaotique, doucement mis à l'écart par une animatrice formée pour gérer des enfants turbulents de 4 et 5 ans. Mais au moment où DiCaprio est devenu célèbre dans les années 1990, l'histoire était devenue un folklore hollywoodien. Il y a une raison pour laquelle elle est restée. Les producteurs de Romper Room avaient des procédures spéciales en place juste pour des moments comme celui-ci. Les enfants qui se comportaient mal à la télévision en direct n'étaient pas rares. Il y avait des plans de secours, des signaux d'urgence et des astuces que les animateurs utilisaient pour tout gérer sans passer à la publicité. Un animateur s'est souvenu d'une crise de colère en 1967 lorsqu'un garçon nommé Billy a commencé à pleurer pendant le serment d'allégeance et a refusé de continuer. Il n'y avait pas de publicité pour s'échapper. L'animateur a dû combler le vide en essayant de le calmer, en direct sans script. Cette pression était intense. Les caméramans ont appris des signaux manuels secrets afin que l'animateur puisse leur dire de détourner l'attention des enfants qui étaient sur le point de craquer. Des psychologues étaient même en attente, observant derrière les caméras. Il s'agissait de professionnels qualifiés qui pouvaient intervenir si un enfant craquait ou ne pouvait pas supporter la pression d'être filmé. Les lumières, les étrangers, les instructions constantes. C'était trop pour beaucoup de jeunes enfants. Même les plus sages avaient des jours sans. Mais Léo n'était pas juste un enfant qui avait un jour sans. Son comportement était si mémorable que même des décennies plus tard, l'animatrice s'en souvenait encore clairement. Cela en dit long. Et Léo n'était pas le seul imprévisible.
l'émission devait faire face à toute sorte de moments délicats. Les béguins de maternelle, par exemple, étaient un casse-tête constant. Parfois, des enfants de 4 et 5 ans se liaient d'amitié et refusaient ensuite de participer aux activités de groupe à moins d'être à côté de leur petit ami ou petite amie. Si l'autre enfant parlait à quelqu'un d'autre, il pleurait, boudait ou se comportait mal. C'était mignon, mais cela rendait la diffusion en direct incroyablement délicate. Un seul petit béguin pouvait ruiner tout un segment. Ce chaos était caché au public, mais dans les coulisses, les choses devenaient encore plus désordonnées. En 1971, Action for Children's Television a lancé une enquête et a constaté que près de la moitié de l'émission était conçue pour promouvoir des jouets. Les animateurs étaient formés pour vendre sans avoir l'air de vendre. Ils disaient des choses comme « Vous pouvez maintenant déguster votre jus d'orange Tropicana de Pleasant Hill Dairy » pendant la prière. Les jouets qu'ils utilisaient n'étaient pas que des accessoires, c'étaient des produits Hasbro, et les enfants sur le plateau étaient essentiellement des publicitaires non rémunérés. Encore plus choquantes étaient les disparitions soudaines des animateurs locaux. Dans des endroits comme Colorado Springs, des personnalités aimées comme Miss Jan disparaissaient sans explication. Des milliers de parents ont écrit des lettres exigeant des réponses, mais personne n'a jamais dit la vérité. Des documents internes ont révélé plus tard que ces animateurs étaient renvoyés pour des problèmes de conduite personnelle que les stations gardaient secrets. Ce secret permettait aux stations de protéger leur image tout en retirant des personnes dans les coulisses, aussi aimées soient-elles. Le modèle entier de l'émission était basé sur des franchises, ce qui rendait le contrôle de la qualité impossible. Chaque ville avait sa propre version, et de nombreux animateurs n'avaient aucune formation en éducation de la petite enfance. Certaines émissions utilisaient leur propre contenu au lieu du programme approuvé. D'autres manquaient même de protocoles de sécurité de base. Les enfants d'une ville pouvaient vivre une expérience éducative aimante. Dans une autre, ils feraient partie d'une production désordonnée dirigée par un personnel sous-qualifié. Rien n'était cohérent. Les sponsors s'en fichaient. Les entreprises de jouets avaient plus d'influence que les éducateurs. Hasbro exigeait que plus d'un tiers de chaque épisode soit consacré à montrer des enfants jouant avec des jouets spécifiques. Les animateurs devaient dire des choses comme « N'oubliez pas de chercher vos jouets Romper Room en plein milieu des segments d'apprentissage supposés. » L'émission n'enseignait pas, elle vendait. Les choses ont empiré en 1981. Cette année-là, l'émission a été renommée Romper Room and Friends et a introduit des marionnettes comme Kimball, Granny Cat et U-Pop. Ces personnages ont remplacé les enseignants en direct. Et au lieu de moments d'apprentissage spontanés, l'émission est devenue une série de sketchs de marionnettes. Ils ont réalisé environ 100 de ces segments de marionnettes et les ont diffusés à l'échelle nationale. Le cœur de l'émission, la magie interactive en direct, avait disparu. Maintenant, tout était préenregistré. L'épisode de Leonardo s'est déroulé en 1969, juste 2 ans avant ce changement radical. À l'époque, l'émission était encore en direct dans la plupart des villes, y compris Los Angeles. Et c'est ce qui la rendait spéciale. Dans des endroits comme Baltimore et New York, la liste d'attente était si longue que certains enfants n'avaient pas la chance d'apparaître avant d'être presque à l'école primaire. Un rapport de 1959 plaisantait même en disant que certains enfants n'auraient pas l'occasion de participer à l'émission avant l'âge de 40 ans. Ce lien personnel a disparu lorsqu'ils ont commencé à utiliser des épisodes enregistrés. Le segment du miroir magique où l'animateur regardait l'écran et disait « Je peux voir Tommy et Jill et Maria avaient l'habitude de se sentir réels parce que c'était réel. » Les enfants envoyaient leur nom et l'animateur les lisait en direct. Quand c'est devenu préenregistré, la magie a été perdue. Les enfants ont rapidement réalisé que l'animateur ne les voyait plus vraiment. Au moment où Sharon Jeffrey est devenue la première et unique animatrice afro-américaine en 1997, l'émission s'éteignait déjà. Elle travaillait depuis Oakland, animant la version de la baie de San Francisco.
Son rôle était historique, mais les codes d'écoute diminuaient rapidement. Romper Room a cessé sa production en 1992 et les rediffusions ont cessé d'être diffusées en 1995. Cela a mis fin à une diffusion de 41 ans, l'une des plus longues de l'histoire de la télévision, jusqu'à ce que Sesame Street batte ce record en 2010.